Bonjour, je suis Malika et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Bistro Littéraire. Bistro Littéraire est un podcast qui s'intéresse à la vie singulière de gens extraordinaires. Des gens qui peuvent être auteurs de livres, bergers, hommes, femmes politiques, prêtres, professeurs, chefs d'entreprise, demandeurs d'emploi, hommes ou femmes au foyer. Mais tous ont ce point commun, celui d'être porteurs d'une histoire. Ce qui fait que ces personnes se ressemblent et se distinguent à la fois, les unes des autres, c'est qu'elles sont chacune habitées par une puissance de vie, au cours de laquelle un événement particulier, marquant, original, s'est inscrit sur leur chemin de vie. Et elles ont accepté, pour vous, pour nous, de dévoiler et de partager ce passage, cet instant, cette expérience qui fait de leur vie un chemin extraordinaire. Parce qu'un proverbe africain nous dit « Un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », alors, au bistrot littéraire, nous avons fait le choix d'accueillir la finitude de tout un chacun. Et allons donc chercher ces bouts d'histoire extraordinaires qui se cachent dans la bibliothèque intérieure de chacun. Dans un monde saturé d'informations et d'images, certains auteurs parviennent, encore, à se frayer un chemin singulier, à éveiller les consciences avec des mots aussi affûtés qu'un scalpel et des jeux de langage aussi savoureux qu'inattendus. C'est le cas de Christophe Canal que nous avons le plaisir de recevoir ce jour, ou plutôt qui a le plaisir de nous recevoir dans son établissement, le Bistrot Gagnant, à Donzère, sur la place du Champ de Mars. C'est une grande joie que d'interviewer Christophe, aujourd'hui, alors que jusqu'à présent, il était hôte de cet événement bistrot littéraire, mais aussi spectateur. Auteur de 2 ouvrages, il cisèle poèmes et récits courts où l'humour se mêle à la critique sociale, où les lobbies vacillent sous les assauts d'une plume à double tranchant, fine et implacable. Alors qu'un 3e livre est en gestation, Christophe nous ouvre les portes de son univers, entre lucidité acerbe et tendresse pour les mots. Bonsoir Christophe. Bonsoir Malika. Alors ton style est à la fois engagé, poétique et profondément ludique. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours de vie, nous dire qui tu es? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a façonné et qui t'a conduit vers cette forme d'écriture si particulière, mêlant critique sociale, critique sociétale et jeu de mots? Je pense que c'est le fait d'une éducation de parents, on va dire gauchos, fonctionnaires. Donc je suis issu en fait d'une région très proche, puisque ma mère est ardéchoise, mon père est gardois. Donc ça a fait certaines étincelles qui ont mal fini d'ailleurs. Mais malgré tout, on a eu une enfance très équilibrée, mon frère et moi, et comment dire, bercé par des Jean Ferrat, Brassens, Gottlieb, Reiser, tous ces extraterrestres. Pour moi, ce sont ce sont des extraterrestres. Et ce sont vos sources d'inspiration dans Ce l'écriture? sont souvent mes sources d'inspiration, mais j'ai beaucoup lu jusqu'à l'âge de 16 ans. On n'avait pas de télé à la maison, donc j'ai lu de Dostoïevski à Richard Bach, beaucoup de Jules Verne aussi, mais à côté, je pense qu'on le ressent un peu dans mon écriture, du Frédéric Dard. D'accord. D'où les jeux de mots. D'où les jeux de mots et les portraits assez truculents des personnages. D'accord. Je pense que j'ai hérité de là et de l'imagerie de Gottlieb. Alors,
Christophe, je garde toujours la lecture d'un extrait des livres lorsque je procède à une interview d'un auteur. Je le garde pour la fin. Mais là, je vais prendre le problème à l'envers et je te propose de nous lire dès maintenant un extrait de ton livre pour permettre aux lecteurs et pour permettre aux auditeurs de notre podcast de découvrir ton univers et ton univers, je dirais, si particulier. Alors, le plus simple, c'est de commencer par le départ. J'ai commencé à écrire dans mes voyages en bus, puisque j'étais voyageur de tourisme. Et la En tant première, que chauffeur, hein? en tant que chauffeur, évidemment. D'accord. Et les visites étant assez répétitives, malgré le fait que je bouge dans toute l'Europe de l'Ouest, je me suis retrouvé à m'ennuyer un peu par moments dans les attentes, et je me suis mis à écrire. Et ça a commencé vraiment par cette préface. Alors que je ne vais pas tout lire, évidemment, parce que c'est un peu long. Ennemi lecteur, ces élucubrations intentionnellement nauséabondes ne sont que les fruits véreux d'une piètre existence d'un forçat de l'observation. Depuis la naissance, à mouliner de mes petits bras pour ne pas être submergé par la marée triste de nos dérives prononcées, j'erre sans art, à l'heure où l'or, plus que jamais, crée des heurts, hectares de béton, la mort de l'ours, l'ire de l'indigène, des hydres non nattés, aux dessins noirs et doigts crochus, bref, un sacré merdier. Bien conscient qu'au fil des pages, je perdrai immanquablement votre intérêt à égratigner et décrocher des plaques d'ego surdimensionnées, je me dois, pour les vaillants masochistes désireux de poursuivre cette lecture, de donner quelques éclaircissements, notamment à propos des superlatifs utilisés pour nommer les quelques hominidés les plus insipides, ridicules et mortifères, peuplant notre merveilleuse et si maltraitée planète. Les efforts désespérés des quelques humanoïdes résistant à tirer la sonnette d'alarme quant à notre imminente éradication par la prolifération de ces égocentrismes déments ne s'y fusent plus. Comment échapper à tout ça? Je ne sais pas. Y vendrait maison? Alors, on y découvre des plaques d'ego surdimensionnées. C'est justement ce que tu vas mettre en évidence tout au long de tes textes. Ton œuvre semble faire dialoguer poésie et politique, ironie et indignation. Comment, Christophe, parviens-tu à maintenir cet équilibre entre légèreté du jeu de mots et gravité des sujets traités? Est-ce un défi d'écriture ou un état d'esprit? Non, c'est réellement un état d'esprit. Parce que je suis vraiment perturbé depuis toujours par l'injustice qui règne sur cette planète. Et malgré tout, je suis d'un tempérament positif. Et je sais que l'humour résout pas mal de choses. Donc j'habille toujours mes textes d'une bonne couche de jeux de mots, et afin d'amuser le lecteur, pour qu'il y revienne aussi, parce que des fois, les sonorités sont pas toujours perçues à la première lecture. Et il y a 2 ou 3 couches de compréhension de ces jeux de mots complètement farfelus, ce qui permet, je pense, euh, pas d'alourdir le propos, mais qu'on y revienne en tout cas. D'accord. Parce qu'il y a des Effectivement, messages à véhiculer. effectivement, Mm. lorsqu'on lit et relit tes textes, on découvre des messages sans arrêt. Ça correspond pas au livre traditionnel qu'on lit, on lit une histoire et puis on se dit bon ben voilà, on a lu, on a compris, on passe à autre chose. Non, là, on lit et on se dit il y a un petit quelque chose qui m'a peut-être échappé, je vais relire. Et hop, on découvre un autre morceau d'histoire. Et effectivement, on y découvre beaucoup d'humour, mais aussi cette critique de l'injustice
peut-être que l'humour vient mettre un pansement sur des douleurs, des injustices, peut-être des pertes de repères. Et finalement, tu vas faire le choix d'orienter ton propos vers des personnes, et je vais dire des grandes, entre guillemets, personnes. Justement, il s'agit là des grands lobbies. Les lobbies, qu'ils soient industriels, pharmaceutiques, médiatiques ou alimentaires, sont des cibles récurrentes dans tes textes. D'où te vient cette volonté de les dénoncer à tout prix et comment choisis-tu tes sujets d'attaque? Parce que je pense que le mal principal de cette planète est dû au capitalisme financier, qui est orchestré par ces grandes multinationales qui veulent générer à tout prix du profit et qui nous mettent carrément le nez sous l'eau. Parce que le profit, il se fait pas sans dégâts. Les matières premières sont incompressibles. Donc c'est toujours fait au détriment du peuple. Et de plus, quand on sait toutes les exonérations de charges faites à ces grands groupes, qui représentent à peu près le trou de la France actuelle, on se dit qu'il suffirait de pas grand-chose pour résoudre pas mal de problèmes, hein. En rétablissant d'abord l'équilibre au niveau de la répartition des gains, et en remettant un peu la valeur travail au goût du jour, qui est Et, bafouée tous les jours. et ça, justement, tu exprimes clairement ton rejet des lobbies, mais aussi du capitalisme qu'on pourrait Ouais. qualifier sauvage. Est-ce que ce sont tes origines familiales, tu as dit, des parents fonctionnaires, d'orientation idéologique de gauche? Ça vient de là ou ce sont des expériences personnelles qui t'ont fait te dire à un moment donné, stop, je ne peux plus continuer de, de subir. Non, c'est Ou vraiment peut-être de lié, regarder c'est ça. vraiment aussi lié à des expériences personnelles, hein, puisque j'ai fait une bonne douzaine de métiers différents, que j'ai eu la chance d'être à tous les postes. Donc, j'ai été chef de chantier dans une grosse boîte de travaux publics. J'ai été représentant, j'ai tenu des commerces, j'ai été employé très, très tôt. J'ai commencé à 13 ans et demi à travailler dans les champs. Et j'en oublie, certes. J'ai été bûcheron, j'ai fait tout un tas de métiers différents qui m'ont permis, en étant à ces postes différents, de pouvoir juger de ce qui se passait dans la société. D'accord. Donc, J'ai un tu... regard qui s'est formé, ce regard-là, puisque je me suis mis à écrire à 50 ans, a été formé sur toute ma vie professionnelle. C'est ce que je dis. D'accord. C'est Et, le forçat de l'observation, ouais, c'est vraiment ça, quoi. d'accord. Et alors, justement, le langage est ta matière première, mais c'est aussi ton terrain de jeu, ou peut-être ton champ de bataille. Euh, Est-ce que tu travailles ces jeux de mots ou est-ce qu'ils viennent de façon intuitive? Est-ce que c'est préparé de façon méthodique? As-tu des techniques particulières justement pour, je dirais, construire tes jeux de mots et justement affûter je dirais, tes propos contre cette idéologie que tu Hmm. rejettes? Non, en fait, j'écris souvent en réaction à quelque chose qui m'a offusqué, que j'ai vu dans les infos à droite, à gauche. Donc il y a un premier jet qui est incisif, souvent un peu dur, et en fait je l'habille à la relecture d'une forme d'humour pour justement atténuer le propos. Parce que je sais que si on émet de l'agressivité, on reçoit de l'agressivité. Donc pour faire passer mes idées, je suis pas obligé, mais c'est aussi un peu ma nature, hein, de plaisanter à propos de pas mal de choses, de la naissance à la mort. Je trouve toujours matière à m'amuser. Et c'est, je pense, un bon procédé pour véhiculer
la plupart de mes messages. Et peut-être aussi pour supporter la dureté du système. Ça, c'est clair. Je dis Ouais, toujours à mes amis, on ne peut se sauver qu'avec l'humour, hein. ouais. Surtout dans la situation dans laquelle on est actuellement, au regard du monde, c'est quand même assez pitoyable. Et il n'y a guère que l'humour pour nous sauver, hein, à titre individuel, hein, Ouais. parce qu'il est très difficile maintenant d'agir collectivement. Tu remets en cause la possibilité de finalement d'un lien, Alors, tout espoir n'est pas d'un lien perdu. social qui pourrait se développer, qui pourrait se créer. Tu y crois, tu n'y crois pas? C'est une utopie pour toi, le développement du lien social, de la solidarité, de la fraternité, ou Non, c'est résolument perdu? non, 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 sinon je ne ferais pas ce que je fais actuellement, hein. On a pris ce bar il y a 7 ans, Valérie et moi, parce que nous sommes proches du peuple, hein, Ouais, proches des gens. On adore ça, ouais, créer du lien. Contrairement à ce que j'écris des fois, ouais. c'est assez paradoxal, mais on aime les gens. Moi, Et effectivement, on le voit, hein, pour ma part, Mm, moi qui connais bien votre établissement, à Valérie et toi, effectivement, c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, oui, un lieu d'échange, un lieu de mm, discussion. euh, et donc, c'est un lieu où se recrée le lien social. Hein, j'espère, oui. le Mm, bistrot du village, hein, c'est ça. Mm. où les gens se retrouvent et parlent de tout. J'ai Hein. connu ça une première fois, d'ailleurs, en Corrèze, où j'avais créé un pub dans un village de 132 habitants, et où il venait tous les week-ends une populace incroyable de tous les coins de la Corrèze, parce qu'on organisait du théâtre, de la musique, des concours de pétanque, des concours d'échecs, de tarot. On avait créé un tel lieu de vie qu'en 8 ans d'existence, je n'ai, je n'ai presque jamais eu, même ne serait-ce qu'à lever la voix pour un individu qui se serait mal comporté, quoi. Ça se passait vraiment, c'était du velours. Ouais, Ouais. c'est finalement naturel de créer du lien Ouais. et d'où le choix de ces activités Mm, professionnelles, hein, où on te retrouve toujours mm. en contact avec les clients, en discussion avec tes clients. Pour revenir à tes livres, tes personnages, même dans les textes les plus courts, sont souvent incarnés, très incarnés, et voire même presque allégoriques. Je pense à, par exemple, hein, un de tes textes d'un chef d'entreprise. Je dirais qu'on n'en vit pas, hein, quand on voit ce qui lui arrive, Oui, celui-là. qui dirige une grande société qui s'appelle lucifer.fr, Mm. qui est le nom de la société. Quelle place occupe la fiction dans ton écriture? Est-ce pour toi une manière de contourner une certaine censure? Parce que lorsqu'on lit tes textes, on reconnaît des personnages, on reconnaît des entreprises. On découvre aussi des noms d'entreprises à travers des jeux de mots. Mm. Euh, Est-ce un moyen de détourner la censure, ou est-ce que c'est pour mieux atteindre le lecteur et puis se dire, bah, finalement, ceux qui savent de quoi je parle me comprendront, dixit Mm. Pierre Desproges, ou peut-être qu'en le relisant, bah, on va se dire, ah tiens, ça me fait penser à quelqu'un ou à quelque chose. Quel est l'objectif en fait ici? C'est la censure, pas la censure? Évidemment, la censure, mais j'aime pas trop m'attaquer aux personnes, à la personne Mm. même, parce que elle représente en fait un système souvent qui est presque indépendant d'elle-même. Elle est souvent les mêmes prises dans ce système. On pense aux grosses entreprises qui sont obligées de soudoyer, par exemple, des mairies pour obtenir des chantiers, pour pas perdre leurs emplois. Donc c'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux que je condamne, mais je ne condamne, je éminemment pas
condamner celui qui le dirige. Parce qu'à la limite, il sait presque retrouver là par hasard, si c'est un fils d'eux, ou un président qui est amené à faire des exactions dans certaines limites, hein, toujours. Je ne peux pas m'attaquer à la personne. Et en fait, finalement, elle est plus victime de sa fonction et de sa place dans Souvent, l'entreprise ou dans le souvent. système que volontairement et Ou foncièrement aveuglée. mauvaise, Pas foncièrement mauvaise, mais aveuglée en tout cas. aveuglée. Oui, et puis Par quoi? on navigue, allez savoir. Qu'est-ce qui pourrait aveugler ces personnes? Je reprends le mot tout à Le l'heure, pouvoir, des plaques d'ego surdimensionnées. C'est quoi? C'est le rapport au pouvoir, à oui, l'argent. l'argent, le pouvoir, c'est ce qui mène à cette humanité. Ça veut Mm. dire que finalement notre humanité, elle sera toujours menée par des personnes qui ont des égos. Ça l'a toujours été, non? Je ne sais pas. Depuis la création, les premiers domaines se sont constitués dans la force. Par la force, le plus fort a obtenu des terrains. Après, il a fait travailler les autres par la force aussi. Maintenant, mais rien n'a changé quand on voit le comportement de M. Trump. Il veut s'approprier la moitié de la planète. On en est toujours au même point. C'est leur plaque, c'est leurs égos surdimensionnés, en effet, qui. On n'en veut plus de ces gens-là. Ce ne sont pas des terriens, ce sont des extraterrestres. Pour moi, ce sont des extraterrestres. Ils vivent ailleurs que sur Terre. D'ailleurs, ils rêvent que d'une chose, c'est de se tirer dans une autre planète. Quand ils auront complètement essoré celle-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'histoire nous le dira, Ouais, peut-être. hein? Mais Alors, oui, après moultes incarnations, je pense. Réincarnation. sait-on jamais. Sait-on jamais. Et donc, on sent justement dans tes textes, hein, là, on comprend bien ton engagement Mm. qui rejette finalement tout ce qui pourrait être source d'injustice. Euh, Est-ce que ça génère chez toi de la colère ou, ou un ressentiment ou peut-être une indignation ou tout simplement une résignation? Alors, ça va peut-être te paraître un peu prétentieux, mais comment dirais-je? Ils me font pitié. Leurs égocentrismes me font pitié. Mais par contre, ceux pour qui ils causent des dégâts, là j'ai de la colère. Hmm. Parce que quand j'ai vu aujourd'hui encore dans le journal des enfants qui devraient faire 20 kilos et qui en font que 10, qui souffrent de malnutrition alors que la société occidentale jette la moitié de ce qu'elle produit en nourriture, ça fout en colère. Vraiment, ça me met en colère. Pas grand-chose à ajouter à ça, parce que l'exemple est tellement dur à Ouais. imaginer. Et justement, ben voilà, ce qu'on sent dans tes textes, c'est une critique euh, sociale profonde, mais tu n'es jamais moralisateur. Quel rapport entretiens-tu avec tes lecteurs? Est-ce que tu cherches plutôt à les provoquer, à les éveiller, ou voire même à les rassembler? Alors, c'est vrai que la première idée, c'est de les réveiller, parce que j'ai l'impression qu'ils dorment tous. Pas tous, hein. Beaucoup dorment. 90%. Je donne des chiffres. D'ailleurs, c'est une de mes caractéristiques, c'est que j'ai une mémoire des chiffres. J'arrive à retenir des statistiques d'il y a 20 ans, c'est assez hallucinant. Alors que je ne retiens aucun texte. Demain dès l'aube, je crois, et puis ça s'arrête là. À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Et donc, je ne sais plus qu'est-ce que j'allais dire. Oui, Le, le fait de ce que tu recherches chez ton lecteur, est-ce que tu veux le provoquer, oui, donc l'éveiller, tu disais le l'éveiller, réveiller, peut-être le rassembler. mais Allez. après le rassembler, parce que d'une action commune, on peut peut-être infléchir toute leur manigance. Si Et demain on donc, arrête tous de manger des McDo, McDo disparaît. ouais, c'est ce que Mais disait il faut. Coluche, hein. Ouais. Tant qu'il y aura des gens pour acheter, il y aura, ben, ils Oui, oui, continueront de oui, bien vendre sûr. Coluche, c'est vrai que Coluche avait tout dit avant moi, hein, largement. Et d'autres. Et différemment. d'autres. Il Et l'avait d'autres. dit, mais différemment. Il y a de grands philosophes, hein.
pense souvent à... Comment il s'appelle? Qui est toujours vivant d'ailleurs, et qui doit être très âgé. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Edgar Morin. Exact, voilà, c'est à Ouais, lui que je pensais, ouais. Edgar Morin. Edgar Morin, Emmanuel Todd, Ouais, tous ces gens-là qui sont lucides. Il y avait Pierre Rabhi aussi qui nous a ouais. quittés, et Ouais. Monsieur Le 15 décembre Heurtebise qui vient 2023, de nous quitter aussi. Monsieur Hortebise qui nous a quittés lundi. Ce lundi, J'étais très on est triste de cette nouvelle. le combien? J'ai pas la date sous les yeux, mais Lundi 24, il est 24 mort. mars. Il s'est Hein. endormi sur sa table en déjeunant et il s'est pas relevé. C'est beau, hein? Ouais. C'est beau comme départ ou comme Mm. éveil. Je ne sais Pour un pas comment poète, c'est vrai que... pour un poète, oui. Il Mm. est parti, on va dire, en poésie finalement. C'est ça. Hein. Et effectivement, oui, je ne vais pas rentrer dans le détail de Vital Heurtebise, mais il a su rassembler aussi Oui. par sa poésie, par ses mots, reconnus hein, par l'Académie française. Et toi, si on revient à tes textes, comment tu penses pouvoir rassembler ton public? Quand on lit tes textes, ils sont chargés d'humour, mais on disait tout à l'heure que ça nécessite de les lire et de les relire. Pour mon, je dirais, modeste niveau de culture et mon Bon, côté, je alors là, dirais, tu es largement au-dessus de profane moi, hein. de la littérature, est-ce que tes textes sont accessibles à tous? Il y a un niveau en termes de vocabulaire, en termes de qualité d'expression qui est... Tu plaisantes. bah non, je parle sérieusement et c'est pour ça que j'ai lu certains textes à plusieurs reprises et des textes où j'ai découvert déjà beaucoup de vocabulaire. Hein. Il m'est arrivé de lire certains de tes textes avec le dictionnaire à portée de main, le vrai dictionnaire papier. Hein. Mais je le revendique, mon dictionnaire papier. Mais, Moi aussi, je l'ai. Tout le temps. mais J'adore. c'est vrai que on a eu échangé, et je pense à un monsieur Jean-Jacques hier qui parlait de certains textes, et effectivement, là, je disais oui, tes textes rassemblent parce qu'ils ont résonné chez nous, tes lecteurs, euh, différemment, en nous. Et malgré tout, on a été rassemblés parce que ça a suscité l'échange, ça a suscité la discussion et ça a même suscité la négociation dans la compréhension de tel ou tel texte, de telle ou telle phrase. Mm. Et donc justement, dans tes textes, pour ma part, j'ai l'impression qu'au-delà de rassembler, ils créent du lien. Finalement, ils font ce que tu fais tous les jours dans ton métier, quand tu échanges avec tes clients au bistrot gagnant, quand tu obliges tes clients Mm. lecteurs à discuter pendant des heures pour se dire je suis d'accord, pas d'accord sur ce que Christophe a dit. Ben, écoute, si c'est ça, c'est très bien. Je suis très heureux. Et donc là, ben justement, déjà, tes deux premiers livres génèrent hein, des discussions, on va dire, très importantes dans ton café, mais ailleurs. En tout cas, entre ceux qui ont eu la chance de les découvrir, hein, tes deux livres. D'ailleurs, j'en ai pas donné le titre, hein, mais on a un premier titre qui est La frange en marge, pardon, lapsus Lapsus. révélateur, La frange en marge, et le deuxième, Sang comme en terre, Sang comme en terre, Sang, S-E-N-T, pour ceux qui ne voient pas mais qui entendent uniquement le propos, sans commentaire. Je remettrai les titres des livres, les références bibliographiques de façon à ce que ceux Ouais. qui veulent se procurer tes livres puissent les acheter hein, sur Internet ou Ah oui, directement, hein, d'accord. te les Mm. commander Et au bistrot. Et donc là, justement, tu as publié ces deux livres et il y en a un troisième en préparation. Peux-tu nous dire euh, sur un peu plus sur ce nouveau projet
d'une part, et Mm. puis est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est une rupture avec ce que tu as déjà écrit? Le premier, c'est plus des essais, le deuxième, sans commentaire, c'est plus de la poésie, et à quoi on peut s'attendre là pour le troisième? Alors, le troisième que je suis en train d'écrire, qui est en fait le cinquième, euh, est un polar. Un Un polar, pur polar. d'accord. Une Parce que enquête? j'avais envie, une enquête judiciaire avec deux personnages, un couple qui va enquêter. Et je me suis infligé ce labeur par, par un souci de trouver un peu de rigueur dans mon écriture. Mhm, Parce que là, ça nécessite un vrai squelette mhm. dans, dans, dans l'histoire. Une Une structuration, un structuration cheminement. et une vraie trame Mhm. qui aboutit à un résultat avec beaucoup de personnages. Mais tout en gardant mon style évidemment d'écriture, pour lequel je décris des personnages assez truculents et des situations assez rocambolesques pour le départ, en tout cas. D'accord. Bon, ben vivement ce prochain ouvrage. Il est prévu pour quand? La sortie est imminente ou on va attendre un petit peu? Alors là, ça va dépendre du temps qu'il m'est imparti entre mes services, et là, c'est très 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 difficile de trouver du temps. Donc si nous vendons notre commerce incessamment sous peu, je vais essayer d'aller assez vite, mais là pour le moment, j'envisage 2038. 2038, Mm. d'accord. Donc on va attendre peut-être un petit peu. C'est bon signe, hein. Ça veut dire Mm. que d'ici 2038, si le commerce n'est pas vendu, on va pouvoir Voilà. continuer de Ouais. venir entretenir le lien social qui y est Et créé j'ai pas mal de choses à éditer régulièrement. entre-temps, donc ils me D'accord, permettront de patienter. Donc, d'accord, très bien. j'ai un ordinateur qui est vieux, mais qui est bien, bien bourré De texte. de textes. Alors justement, bah, pour finir notre échange, mon cher Christophe, est-ce que tu peux nous lire un passage choisi d'un de tes textes? Tu avais commencé avec, pour nous donner une orientation sur un de tes livres, peut-être un de tes poèmes ou Oui. voilà, un texte que tu choisis, Alors, quelque chose que tu as envie de faire découvrir à tes futurs lecteurs, à tes alors lecteurs actuels et puis je vais à lire nos auditeurs. je pense, pour te remercier déjà. Je pense que tu m'as dit que c'était un qui te plaisait. Donc, Ouais. je vais réitérer Odium Hmm. hominum Odium humanum est. humanum est. Magnifique. Abeille, merveilleuse et fragile ouvrière, qui sous les assauts de produits sans distinguo, meurt et préfigure la prophétie d'Albert. Ville chimiste souille pour lèche Monsanto. Tu œuvres d'un lointain vierge d'humanité les pattes boursouflées d'un lumineux ramage, afin que la flore produise en quantité, au gré d'un périlleux et incessant voyage. D'une piqûre intense appliquée sans malice, pour que vivent les tiens en te donnant la mort, tu accrois et portes le sens du sacrifice. Niant ta destruction, la multinationale a revendu tant de titres sans un remords. Stupidité punie de la dernière balle. Merci, mon cher Christophe. Alors, ce que je peux dire en conclusion, c'est qu'au fil de notre rencontre, au fil de nos échanges, de nos longs mois, je vais dire longues années d'échanges, nous avons euh, entrevu, pardon, les rouages d'une pensée affûtée, qui refuse d'une part la résignation, mais qui choisit aussi de riposter avec intelligence, humour et poésie. Dans un monde où les mots sont souvent vidés de leur sens, l'œuvre que tu nous proposes, Christophe Canal, nous rappelle que le langage peut encore être une arme de révolte, un miroir de vérité, mais aussi un terrain de jeu
ou un champ de bataille. Entre gravité et légèreté, Christophe, ton engagement littéraire nous invite à lire autrement. Et cet engagement littéraire peut peut-être aussi nous inviter à vivre autrement. Et si tu me le permets, Christophe, eh bien, je souhaite te laisser le mot de la fin. Alors, vivre autrement, j'en ai fait un livre. C'est un roman dont le titre, c'est Hallucinogène. Mais c'est A, Lucie, la première humanoïde trouvée, nogène. Ah, Voilà. hallucinogène, d'accord. Et dans lequel je décris un monde que j'espère futur. Une fiction. D'accord. Où les villes seront pratiquement inexistantes. Ce seront des bourgs de 3000 à 5000 habitants. Ouais. Et plein de choses auront disparu, évidemment. Mhm. Et un partage du travail sera beaucoup plus léger au sein de la population. On n'aura pas besoin de travailler 10 heures par jour ou 8 heures par jour, parce que tout le monde participe. Chacun son tour. En plus, j'ai tout un système qui est décrit dans le roman. D'accord. Et celui-ci n'a pas été édité. Celui-ci n'a pas été édité. Parce que c'est donc le deuxième que j'ai écrit. Et j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de ça, de l'envoyer à des maisons d'édition. Et puis quand vous arrivez avec un premier jet comme ça, vous êtes refoulé de partout. Il n'y a pas d'issue. Bon. C'est très compliqué en ce moment d'être édité. Bon, là, j'ai participé à un concours pour obtenir l'édition de mes poèmes. Et l'autre, j'ai dû participer un petit peu. Ça va, c'était très, très honnête. Ouais. C'est Tu as compliqué, pris à ta l'édition. charge Ouais. les frais d'édition. Très peu. Là, je ne vais pas me plaindre parce que ça a été très vite rentabilisé. Enfin, D'accord. rentabilisé. Oui, Remboursé. remboursé, oui. Parce que le but n'est pas évidemment de s'enrichir à outrance. Mhm. Je suis bien conscient que c'est pure utopie. Bon. Donc l'idée, c'est bien de ne pas faire fortune, en tout cas de ne pas devenir capitaliste en vendant tes livres. Absolument pas. Hein, sait-on jamais, peut-être que tu deviendrais millionnaire. Ne rêvons pas. On en reparlera. Hein. Restons réalistes. Merci beaucoup Christophe pour ce temps que tu nous as consacré. Alors quand je dis nous, ce sont nos auditeurs du podcast Bistrot littéraire, mais aussi les lecteurs à qui tu offres cette possibilité de réflexion, cette possibilité de réfléchir le monde différemment. Et réfléchir dans le sens réflexion intellectuelle, mais aussi renvoyer. Des idées aussi. Voilà, distribuer aussi des idées. Du futur. Voilà. Ça peut être très intéressant, très nourrissant. Ouais, en améliorant le présent. Je suis très curieux d'avoir des avis. Bon, Pour le moment, j'en ai eu qu'un ou deux. C'est très léger. Ouais. Bon, à part ceux qui me l'achètent physiquement. Hein. Oui, et donc là, tu invites peut-être ceux qui vont se procurer ton livre à faire des commentaires. On donnera la possibilité, justement, sur la chaîne Bistrot littéraire. Eh bien, si déjà vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, mais aussi à mettre des commentaires pour que Christophe sache ce que vous en avez pensé. Merci. Tous les gens qui écrivent sont friands de ça. Voilà, merci Christophe. Et puis, au plaisir de faire découvrir tes œuvres. Partagé, éminemment partagé. Et merci beaucoup Malika de cette présentation. Merci. Vous avez aimé ce podcast ? Likez, partagez et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains podcasts.